9 décembre 2024. Bonjour, bonsoir à tout le monde. Bienvenue sur Vision 2000 à l'heure de la rubrique invité du jour, première émission pour semaine-là. Et jeudi, on n'a pas accueilli pour la première fois dans l'émission ça, Monsieur Ansadou, cher enfant, juriste internationaliste de formation, lui spécialisé en droits humains. Monsieur cher enfant, docteur en droit à l'université de Sherbrooke au Canada. Monsieur Ansadou, cher enfant, nous vraiment contents gagnons avec nous aujourd'hui. Bonjour et bienvenue sur Vision 2000. Bonjour Madame Bonhomme, bonjour à toutes les auditeurs et auditrices qui a écouté l'émission invitée du jour. C'est un plaisir pour me capable de participer dans le cadre de l'émission ça. Moi, font une présentation, mais vraiment très, très brève, de ou même, mais, qui sont capables de dire en plus pour, lier connaissance avec, Auditoire Vision 2000. Et très très bien. Moi-même, c'est un haïtien natif natal. Moi, fait dans la ville cap haïtien. Et ma petite précision, c'est que moi-même actuellement, moi-même, c'est mon doctorant. Moi, a fait études, moi, dans l'université de Sherbrooke, dans la faculté de droit à l'université de Sherbrooke, comme doctorant en droit. Et sous la direction de la professeure Hélène Méran. Et ensuite, moi-même, c'est président groupe d'appui éducatif pour la promotion des droits de l'homme, une association internationale qui reconnaît non seulement en Haïti et aussi en France, à Lyon particulièrement, côté que nous fait étude de maîtrise moins en droit international des droits de l'homme et droits publics. C'est un plaisir, encore une fois, capable de participer dans le cadre de l'émission. Et nous comprenons que vous sont haïtiens, que ce sont un capois, et depuis qu'il est dehors, dans vos questions comme ça pour nous commencer. Moi dehors depuis 2016. Depuis 2016, à la suite de fonctions que j'ai occupées au sein du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, et suite à une bourse d'études que j'ai jointe de la part de Fondation de France, pour poursuivre l'étude de maîtrise moi dans l'Université catholique de Lyon, dans le droit international des droits de l'homme et droits publics, et par la suite, nous avons fait un master 2 en histoire, théorie et pratique des droits de l'homme. Et actuellement, moi, à au Canada, je poursuis l'étude doctoralement dans l'Université de Sherbrooke. Depuis 2016, à aujourd'hui, ça fait 8 ans. Et donc, vous faites partie de monde qui est même à l'étudier et puis leur évaluer la situation qui vient en Haïti, yo pas capable de donner parce que c'est capable. Et effectivement, oui, et en même temps tout, et c'est avec un peu de tristesse par rapport à ce qui a passé en Haïti. Et en ma qualité de spécialiste des droits humains, même si on pas cessé de réfléchir sur question ça, il m'a profité de tout pour être capable de sympathiser ma toute famille, même qui est victime de toute violation grave, ça et flagrante, ça des droits humains en Haïti, dans le contexte ça. Donc, c'est avec un peu de tristesse que m'a observé la situation ça en Haïti, qui passe cesser de réfléchir avec des groupes et avec des mondes, tant que Nancy Rock, qui travaillent sur question victime de tout le monde qui est victime de violence sexuelle en Haïti. C'est des mondes qui a travaillé ici, et lui, conjointement avec moi-même, sur question et situation de l'homme en Haïti, pour réfléchir pour nous, qui ensemble de mécanismes qui sont capables d'enclencher sur le plan international afin que les victimes soient capables de réparer. Et on a parlé de ça dans l'émission, et on a rappelé là, nous la veille, célébration, journée internationale des droits de l'homme. Chaque année, c'est le 10 décembre, et ils célébré journée des droits de l'homme. Et moi, regardé une biographie, où commencé études en Haïti, ou en licence d'ailleurs en droit, faculté de droit et des sciences économiques de l'Université d'État d'Haïti. Et ou dehors, mais ou suivre et ça qui a passé, notamment situation et droits humains dans le pays d'Haïti. Bon,
on a commencé à un dossier qui a défrayé la chronique, qui a dégradé image pouvoir en Haïti, image Haïti à l'extérieur. Bon, d'abord, est-ce que ou suivre dossier ça, c'est l'affaire des trois conseiller et président, il y a même qui inculpé non affaire de corruption qui impliquait BNC, il a demandé ancien et président en BNC pour le baillot 100 millions de gourdes pour être capable de faire rester dans poste. Un dossier a fait chemin, il passé par l'ULCC transmettre au parquet de Port-au-Prince. Bon, on juge instructeur qui sous dossier qui est inculpé formellement, on a parlé là de Louis Gérald, de Gilles Smith-Augustin et Manuel Vertilaire. Et soit pensé de bail ça? Bon, et c'est une excellente question parce que je dis, m'a rappelé ça, c'est le 9 décembre, c'est journée internationale et sur question de lutte contre la corruption. Contre la corruption à travers le monde. Et dans ce sens, nous pensons spécial à tout pays qui a fait des efforts pour capable de combattre nos fléaux comme ça, corruption qui ont des impacts graves sur question jouissance et exercice de droits de l'homme. Et dans une situation vraiment calamiteuse en Haïti, c'est que Haïti, quelque part, prend des engagements au niveau international, notamment le cadre des Nations Unies, à travers la convention lutte contre la corruption de 2007 et convention dans le cadre OEA qui combat toute forme de corruption. Et si on regarde l'état de l'OEA, ce qui sont ça, bien que nous n'avons pas faire une approche très approfondie, ce qui sont, mais on souligne que procédure à faire chemin, et dans ce sens, ça, il y a un petit très très important que m'a souligné et que dans le deux juridiques, c'est article 30, Convention des Nations Unies contre la corruption, à l'idéal de là, qui prévoit tout ensemble de mesures que l'État a pas prendre afin que nous qui impliqués dans des fractions ça, l'État a pas prendre des mesures nécessaires afin qu'il soit capable de juger dans ce cadre. Mais si nous apprécions à aller encore plus loin par rapport à cette initiative là, si nous allons même au-delà même du droit, pour qu'ils soient d'éthique, de question d'éthique et de morale. Ça veut dire qui ça? Sauf une ouverture sortie dans le droit, ou aller au-delà de ça. Quelque part, moi-même, par exemple, si tu as une situation, ça c'est de façon personnelle, on t'a démissionné. Au nom de l'éthique et de la morale, on t'a démissionné, et le cas de démission, ça, on t'a pris le service de la justice, parce que partout à travers le monde, la corruption, le plus cancer pour l'effectivité de l'amour, pleine jouissance de l'amour, parce que si l'État peut-être que corruption c'est l'État et mandat, ça n'a pas garanti l'effectivité de l'amour. Par exemple, à des jours aujourd'hui, la jouissance de la question du droit à la santé, du droit au logement en Haïti, c'est très critique. Donc, si on n'a pas qui apprend de façon efficace la corruption, ça peut permettre que l'État ait des moyens nécessaires pour capable de garantir certains droits, pour capable de réaliser certains droits, parce que réaliser des droits, il nécessite un coût économique. Or, si que la corruption au par contre battue, dans toute racine, donc, l'État va compromettre effectivité de droits millions dans ce sens-là. Et c'est la réalité en Haïti, c'est visible pour l'eau qui est au milieu de visage. Il n'y a pas besoin d'aller plus loin pour comprendre ça par rapport à nos approches de situation. Chaque pays là, on n'a pas constaté ça. Donc, ce qui veut dire que, moi-même, ma position personnelle, c'est que procédure à suivre chemin, et la justice tranchée dans le cadre de ça. Ou semble, monsieur Sadou, cher enfant, on peut soit question sur le plan éthique et moral. Il y a aspect politique là, il y a aspect juridique là, oui. Oui, effectivement, il y a ça, mais, et par exemple, alors, pour faire avancer la connaissance, mais pas
entrer dans la question juridique là parce que des procédures qui en cours, j'ai des avocats qui travaillent sous dossier ça, qui a défendu le conseiller, donc c'est tout droit, parce que la défense c'est un droit sacré, mais pour essayer l'agir débat, mais essayer de porter sous plan éthique là tout, pour montrer que, nous faisons un positionnement éthique, pour montrer que, au regard de ça que nous vivons là, la situation que nous là, doyons, à violer parfois constamment. Donc, c'est grave qu'il y ait une crise comme ça au sein de la grande crise qui vient à compromettre droits mondiaux et qui vient à faire en sorte que, quelque part, il y a ces clients, comment corruption a un impact sur question effectivité droits mondiaux et comment en même temps tout, l'État haïtien, par rapport à l'existence de parlement improductif, fait que quelque part, sur certaines thématiques, par exemple l'immunité, sur certaines thématiques, par exemple privilèges, ou des flux juridiques, alors que Haïti clairement prend des engagements au niveau international, dans ce but, que ce soit au niveau des Nations Unies, à la lumière de la Convention contre la corruption, en son article 30 alinéa 2, et à la lumière de la Convention contre la corruption au niveau même de l'OEA, c'est-à-dire que si au niveau interne, il y a des barrières, eh bien, convention, ça a des positions conventionnelles que met en place, qui permettent à ce que, oui, sur le plan juridique, que procédure HHML, que nous arrivons à un procès, que nous, qui coupables, certes, nous avons droit pour être capable d'un avocat qui défend nous, et que la justice les tranche dans le cadre de ça. Mais au-delà de l'aspect juridique, il y a la question éthique. Il y a aussi la question politique dans tout ça, parce que, être politique ou l'opposition, faut tenir compte de besoins de population que nous responsables pas devant là, ou bien sont capables de travailler pour lui. Donc, c'est que, le cadre ça même sur le plan politique, et on n'a pas vraiment de dirigeants responsables, capables justement, et non seulement de soucis pour de combat, pour aller jusqu'au bout en matière de lutte contre la corruption, mais en même temps qui permettent à ce que garantir la lutte contre la corruption, cela veut dire que, quelque part, garantir l'effectivité de la lutte qui existe sur le territoire au pays. Moi, je prends un exemple qui sont droit au logement, je dis, question des droits à l'alimentation, et sauvegarder question des personnes déplacées à l'intérieur de leur pays. C'est-à-dire que si que, quand nous sommes pas et mandat pas exemple qui place dans ce sens, pas de vrai procès qui fait. Donc, finalement, on va poser cette question, est-ce que question de droits humains existe réellement en Haïti? Et ma pas poser une question très technique là. C'est trois membres et CPE ont mis en avant statut de président yo et pour yo pas présenter devant juge là et gon débat cap ferrage est-ce que le passible de le tribunal de droit commun ou pas yo même avocat yo évoqué c'est la haute cour de justice qui t'a cap statuer et sous caillou et gagner et de trois inculpés qui allaient jusqu'à récuser tout juge honnête et tout cabinet instruction tribunal première instance de Port-au-Prince et bien sûr juge qui a occupé et qui a instruit dossier c'est juge Benjamin Félix même dans les commentaires et sous ça le passible de en matière pénale oui en matière pénale il y a trois grandes étapes et dans la procédure pénale. Et même au niveau du droit international pénal, c'est la même logique là. C'est l'enquête, la confirmation des charges, le procès. Si on regarde l'état de droit actuel là, parler de questions de haute cour de justice, vous pensez que le contexte ça a son illusion. Parce que si on parle de haute droit qui existait, il faut que vous avez des moyens pour droit ça capable de réaliser. Pas qu'à évoquer question de haute cour de justice à l'heure actuelle, parce que d'ailleurs, on parle même bien parlement. Pas même bien parlement. Et d'autant plus que, une situation tout côté que même constitution est difficilement applicable parce que constitution ça nous prévoit ensemble d'institutions qui pas même exister à l'heure actuelle. Donc là c'est un premier handicap pour parler de haute cour de justice. Parler de questions
évoquer statut de président, mais nous pensons que là encore c'est une illusion. Parce que même accord 3 avril, ça qui donne naissance à conseil présidentiel, ça, son accord de mon point de vue qui est constitutionnel, parce que constitution en soi, et même maintenant normal, de appliquer, l'État peut voir dans aucun article que ou le conseil présidentiel de neuf. Donc, ce qui veut dire que parler de questions évoquer statut d'immunité, c'est conseiller, parce que sont illusions graves dans la mesure où même propre conseiller de mon point de vue, nous avons pensé qu'on contradiction avec propre parole parce que déjà, on est parti à l'enquête là, pour tout ça, il est allé devant le LCC. Donc, quelque part, il contredit quelqu'un parce que il était pris l'initiative même à devant l'INCC. Donc, cette question d'humilité, de statut de président, parce que là, il est tombé. Il est tombé, même s'il est capable d'admettre comme réserve, en notre qualité de juriste, parce que quelque part, ils sont humilité en Haïti, et c'est la faiblesse. L'État droit en Haïti. L'État du droit en Haïti, parce que tout simplement, l'histoire de droit en Haïti, ou de parlement est productif, qui part, il y a des sénateurs, des députés qui vraiment réfléchissent sur le royaume, et des conventions de partis à eux, sont capables d'adopter des lois d'application par rapport à l'engagement qu'on a pris dans le cadre de convention sociale. Même si que, quelque part, on admet que la question d'unité en Haïti, il est flou, mais en même temps, tout quelque part, l'État a l'obligation de juger, et jugement, ça, il est capable de baser quelque part sur l'article 30 de la Convention contre la corruption de 2007 dans le cadre des Nations Unies, alloué à Dieu, qui prévoit que des mesures que l'État a capable de faire. Donc, évoquer le statut de président en résumé, évoquer question d'unité en résumé, mais parce que c'est vraiment une grave question de la mesure où, normalement, parce qu'il n'y a pas de droit pour faire ça dans la mesure où il y a des mesures que l'État est capable de prendre dans le cadre d'engagement conventionnel que le prend dans le cadre de convention contre la corruption de 2007 au sein des Nations Unies. Ok. Haïti est son pays où corruption est endémique. Tout à l'heure, où t'es effleuré, évoqué impact corruption sur les droits de l'homme. Là, il faut creuser avec vous, Monsieur Ansadou et cher enfant. Là, on applique là comment la corruption est capable de nuire aux droits de l'homme. Comment la corruption est capable de nuire aux droits de l'homme? Pour exemple, qui est simple. Lorsque, par exemple, on a des fonctionnaires de l'État qui a dilapidé des fonds, qui étaient destinés pour capable de réaliser un projet quelconque, ou du moins, même projet ça, il est lié avec réalisation de l'un droit. On est capable de prendre, par exemple, ou t'es bien un fonds qui était destiné pour capable de réaliser le droit au logement, c'est-à-dire construire de bons logements décents pour citoyens qui vivent sur ce territoire-là. Et voilà que, en raison de la corruption, ou de retourner font ça, ils font notre bagaille avec lui, où j'ai à pas réaliser, et que nous n'avons pas accès au logement décent, là, c'est un impact de corruption sur les droits de l'homme. Et en tant que tel, si vous poussez ça plus loin, on peut impact corruption ça sur le droit maintenant, il compromet en même temps effectivité droit au logement que nous sommes comme exemple là, parce que tout simplement, c'est des droits essentiellement que l'État a besoin de moyens pour capable de réaliser, parce que effectivité n'est pas découlé seulement de l'existence criminelle, de l'existence institutionnelle, mais découlé également de qui coût financier. Comment l'État fait un gestion seul de coûts financiers pour capable de réaliser le droit faire. Et le plus souvent, cette effectivité est liée surtout à la réalisation de la deuxième génération de droits de l'homme, à savoir droits économiques, sociaux, culturels et même environnementaux, qui sont des droits créances pour que l'État obligé et forcé à rechercher les moyens, et pendant que la recherche les moyens, ça fait
une bonne gestion de moyens que nous avons pour que, avec moyens ça, on est capable de réaliser le droit ça. Donc, c'est des droits qui lient en réalité à la bonne gouvernance dans un État, que ce soit la gouvernance administrative, que ce soit la gouvernance financière, que ce soit la gouvernance économique, pour permettre que les citoyens bénéficient de ça. Parce que, je ne dis pas, si que nous te prenons des mesures ça au préalable, je ne dis pas, nous pas dans une situation côté que l'accès à la santé en Haïti, nous pas dans une situation très précaire. Accès au logement, nous pas dans une situation très précaire. L'accès à l'alimentation, je ne dis pas, nous pas dans une situation épouvantable qui empêchait que nous vraiment bénéficier de droits ça. Et c'est ça qui fait que, donc, si droits ça n'est pas respecté à cause de corruption, qui ont un cancer pour nous, quelque part, avouer, peuple ça, les compromettre. Et le moins basé sur ce dialogue, analyser et dossier et corruption lui-même, lui compromettre même et développement au pays. Exactement. Parce que, à l'heure actuelle, dans l'effort qu'a fait au niveau de toute société d'état de droit et démocratique, donc c'est une question qui est très sérieuse que il a pas joué ensemble avec lui, parce que droit au développement c'est un droit fondamental, droit monde. Donc ça qui veut dire que quelque part si que ou pas à la base combattre corruption, prendre des mesures efficaces et effectives pour capable de combattre ça, eh bien droit au développement il compromettre. Et si droit au développement il compromettre, avenir génération présentement les compromettre, de même que avenir génération future là les compromettre. Et c'est des questions que Jean-Claude nous souligné au début, et dans 4 groupes de réflexion que nous participé au sein de la diaspora, et avec d'autres personnes, par exemple, Madame Nancy Rock, par exemple, Frédéric Boiron, et même des gens qui en Haïti, par exemple, Maître Ozi du Sénat Auguste. Donc, nous réfléchissons sur type de questions ça, et pour nous voir, et qui ça nous-mêmes nous capables de proposer, et comment nous capables d'articuler ça, et autour de réalisation de la monde, comment est-ce que si nous arrivons, voilà, il y a des mesures efficaces qui pourraient se combattre et question corruption, et que ça capable d'un élément important pour capable garantir l'effectivité de la mesure. Cher enfant, où tu évoqué des valeurs éthiques et morales pour corroborer le fait que toi, CP, inculpé, toi, membre conseil présidentiel, et qui est inculpé la question corruption, t'as dû, démissionner dans le conseil, présidentiel là. Mais qu'on y a là, bon bagay qui, doit faire qui ça, autorité, yo t'as dû faire pour, porter, comme t'as dit, les agents publics, les fonctionnaires, tout niveau et pour yo porter yo, encourager yo, et pour que ces valeurs, pour yo cultiver ces valeurs, et manque de morale ou bien absence de morale ou bien éthique. C'est l'obligation de l'État et aussi l'obligation de la société civile. Et qui ça m'entend par là, c'est-à-dire que nous croyons ULCC quelque part et emboîté le pas dans ce sens ça, pour que nous commençons à mener des campagnes à travers les écoles, que nous informer élèves qui qui sont corruption, éducation, tout ça entre dans le cadre d'éducation à la citoyenneté. Donc, c'est-à-dire que la nécessité d'éducation à la citoyenneté dans le pays pour permettre à ce que fléau ça en Haïti n'est pas combattre. Donc, c'est obligation première de l'État. D'abord, c'est l'État qui doit prendre ça en main, d'abord. Ensuite, organisation société civile, comme par exemple l'organisation des droits humains, et par exemple GRAPO, le groupe d'appui éducatif pour la promotion des droits de l'homme, qui est moi-même le président, nous toujours fait un ensemble de séries de conférences qui abordaient type de thèmes à eux. Nous toujours fait un ensemble de dialogues qui abordent type de thèmes à eux pour montrer qu'il n'y a pas que les corruptions capables de soulever à l'homme. Donc, tout ça entre dans une campagne d'éducation.
de formation à citoyens, de telle sorte que, et qui sont quand même censés pouvoir faire de l'État seulement, citoyens tout dans une société démocratique, ils doivent participer. Ils doivent participer parce que c'est les-mêmes qui sont les bénéficiaires de réalisation de l'amour, c'est les-mêmes qui sont les bénéficiaires de l'effectivité de l'amour. Donc, il y a intérêt pour être capable de former tête nous, dans ce sens ça, pour capable, justement, devenir un citoyen qui est honnête, pour connaître que lorsque nous vivons et à la plus haute sphère de l'État, de responsabilité, donc il faut qu'il respecte ça. Ça fait dans plusieurs pays. Par exemple, aux États-Unis, moi-même, durant un passage, Washington, il y a deux stagiaires dans la commission interaméricaine de la Grande de l'OEA. Mais le mandat qui a attiré l'attention, c'est que les vacances d'été, il y a des programmes côté que tout le monde qui sort de l'école, il y a visité l'institution, il y a fait connaissance avec l'institution, il y a éduqué, il y a fait éducation à la citoyenneté, il y a comprendre, il y a inculqué des valeurs, pour comprendre à ce que lorsque vous venez dans l'État, et vous venez en fonction, c'est pas l'argent par eux, c'est pas bien privé qui a géré, c'est des biens publics qui a géré, et que vous supposez faire en toute transparence, et vous supposez faire au bénéfice et au bien-être de la communauté. Et c'est ça le problème qu'il faut aborder en ce sens. Et je crois que, je dit, l'UNC c'était commencé, mais souhaiter que nous continuions sur le même lancé ça, et nous-mêmes organisations de droits humains qui fait partie de la société civile là, la emboîter le pas, comme la par exemple, la continuer à emboîter le pas dans ça, et des personnes ressources qui devraient être là, qui disposent de temps même si on est autre que qu'on est au sein de la diaspora haïtienne, réfléchir sur tout ça pour être mesure de pouvoir implémenter de bonnes activités en matière d'éducation à la citoyenneté pour permettre que nous n'importe ça qui est capable de donner une garantie essentielle pour l'effectivité de droits. C'est clair. Monsieur Cherenfant, et situation droit de l'homme dans le pays d'Haïti lit en constante dégradation, surtout avec activité criminelle gagnée à fait dans le pays d'Haïti qui regarde ou porter sous problème ça, sous problématique que gang armé. Bon, encore une fois, c'est son situation triste parce que moi-même, depuis que j'existe jusqu'à nos jours, c'est la première fois que nous, à Haïti, trouvons une situation comme ça. Mais moi-même, en tant que légaliste, lorsque nous faisons une situation comme ça, comment nous penser? Nous penser à la justice. Nous penser à l'état de droit qui existait sous un tel fait qui portait à tête à droit citoyen, ou du moins ce qui viole les droits lui, c'est qui mécanisme par rapport à cette situation ça est capable d'enclencher, que ça soit au niveau interne, que ça soit au niveau international, pour permettre à ce que nous qui victimes nous jeune justice. Je veux dire, dans le cadre d'activité de gang, situation d'insécurité que le pays ça vivre, il y a un pile de femmes qui violent. Et il y a des documentaires qui montrent ça. Il y a des articles, par exemple, même si on a publié tout un série d'articles sur ça dans Alter Presse, sur thématique ça, la violence sexuelle, et il y a des travail de réflexion qui a fait sur ça. Par exemple, dans le cadre du décembre 2022, dans le cadre de clinique droits humains, groupe d'appui éducatif pour la promotion des droits de l'homme, on fait une sortie, qui c'est un film que m'a dirigé, et cas production, nous avons une conférence qui va aborder la question de violence sexuelle en Haïti. On a réfléchi sur quel mécanisme qui est capable de déclencher dans ce ça au niveau international pour permettre que les victimes nous réparent. Parce que il n'est pas possible pour que le crime ça ait été impuni. Parce que moi-même, ça a déchiré, ça a mangé comme lorsque m'a regardé une détérioration et qui sont droits en Haïti par rapport à l'activité de gang et où face à en réalité un système judiciaire qui est défaillant, il faut le dire, parce que tout simplement, nos pays, Haïti est un État failli et nous pas d'autres recours au niveau du droit international des droits de l'homme que mettre en place, actionner mécanismes internationaux parce que les mécanismes existaient, il y a possibilité d'être capable de les recours au niveau international. Et nous-mêmes, nous faisons ça
il pensait que même au niveau de la diaspora, il y a des travaux qui commencent à faire dans ce sens, à côté que on a des groupes qui existaient, qui commençaient à compiler des documents et chercher à soumettre des plaintes au niveau des mécanismes internationaux de protection des droits humains. Parce que il n'est pas normal à ce que droits ça ait été impuni et il n'est pas normal à ce que le milieu continue à être victime de ça. Et mécanismes existent que ça soit au niveau des Nations Unies, il existe que ça soit au niveau de l'OEA, il existe que ça soit au niveau de la Cour pénale internationale. Donc, autant de possibilités qui existaient, je dis, que ça n'ait pas été impuni. Et d'autant plus que, je pense que pour les générations futures, ça capable, il y a un devoir de mémoire qui existait. Je suis capable, par exemple, moi-même, j'ai été travailler avec la communauté arménienne de France, comme stagiaire au Centre national de la mémoire arménienne en France. Mais ouais, qui travaille de mémoire, qui a fait sur question de génocide, qui ont été estimés, qui ont été victimes dans l'Empire ottoman et en 1915. Donc, travail de devoir de mémoire, ça, il y a une nécessité pour nous capables de faire en Haïti, je veux dire, parce que face à toute crime, face à toute violation de droits humains, la justice doit triompher. Mais pour résoudre ou bien lutter contre la violence sexuelle, violence basée sur le genre, c'est ou bien bagaille pour qui fait rétablir conditions sécurité dans le pays. Rétablir conditions sécurité, ça veut dire mettez les gangs hors d'état de nuire ou dire et monsieur cher enfant, eh bien pour c'est la justice et qui est capable d'aider et nous vivre là, mais on va parler d'un pays côté la justice, il y a faillite, la justice à terre, tout à l'instar des autres institutions. Mais la justice dont je parle, c'est plutôt la justice internationale. C'est-à-dire que moi, je dis ça au début, Madame Bonhomme, mais il y a des mécanismes au niveau international que nous sommes capables d'actionner pour que nous porter compte afin que justice capable de la bonne. Haïti peut condamner déjà pour violation de la bonne et par la Cour interaméricaine des droits de l'homme. Donc, c'est-à-dire qu'il y a des jugements qui rendent contre Haïti, des autres côtés qui ont condamné l'État haïtien pour violation des droits de l'homme. Le mécanisme qui existait, d'ailleurs, moi-même, qui travaille là-bas à Washington, dans la Commission interaméricaine des droits de l'homme, ça veut dire si que citoyens, dans les possibilités par rapport à toute violation qui est alléguée, n'est pas capable de faire justice à l'interne dans le pays, il y a des possibilités de recours à l'international. Des possibilités de recours à l'international. Mais, ou bien dit, Haïti était condamné déjà, mais violence, il y a persisté, et situation, l'y aggravée. Et lorsque des persistent, c'est-à-dire une sorte de récidive par rapport à un État qui n'a pas respecté l'engagement au niveau international, parce que je veux dire, tableau à sombre, pas de engagement au niveau international qui a été respecté globalement en matière de protection des droits de l'homme. Parce que la réalité, c'est ça que je veux dire. Mais maintenant, là, par rapport à ça, il y a une autre possibilité, c'est-à-dire la section ciblée, par exemple. Si que dans l'état violation a persisté, eh bien, section ciblée, c'est un moyen pour faire respecter les droits de l'homme. C'est ça qui fait que, et à la lumière de la résolution 2653, le Conseil de sécurité qui a un rôle aussi, qui a un rôle pour la question de protection des droits de l'homme, la question de paix et sécurité internationale, parce que paix et sécurité internationale, c'est des droits humains. Donc, Conseil de sécurité là, maintenant, qui prend des sections ciblées à l'encontre des personnes qui impliquées dans la question de violation de droits de l'homme. Et là encore, maintenant, il faut pousser ces sections plus loin, c'est-à-dire ne pas oublier seulement sur le plan économique, administratif, et moi-même je suis convaincu que, quelque part, pour l'exploitation du système immobilier, parce que, ça sera capable de pousser sur le plan judiciaire. Il y a possibilité pour aboutir, et sur le plan judiciaire, dans le cadre de ça, il faut pousser.
Pousser les sanctions et plus loin. Et vu d'Haïti, nous avons un dossier qui a traîné et que Haïtien était pensé que ça était capable de bailler le résultat vraiment. Et c'est-à-dire des gens qui yo même cap pousser gang à violence cap bayo et moyen gagner qui l'objet de sanctions, mais il paraît tranquille et pour autant pousser plus loin, on veut dire qui ça jusqu'à bon on dit Nations Unies t'es capable d'aller pousser plus loin, c'est-à-dire arriver sur le plan judiciaire et pousser plus loin tout et faut attaquer mal là dans la série, c'est-à-dire que il y a une bagaille qui cause autant de violations des droits de l'homme, c'est parce qu'on est en situation d'insécurité. Et sur une situation d'insécurité, c'est pas nous qui dit, c'est pas nous qui avons inventé, le Conseil de sécurité de l'ONU, c'est les mêmes qui ont un rôle à travers le monde pour maintenir la paix et la sécurité à travers le monde. Donc, ce qui veut dire que, dans un premier temps, nous sommes capables d'aller là en Haïti, l'extrême urgence à l'heure actuelle, avant de faire quoi que ce soit, l'extrême urgence à l'heure actuelle, avant de faire quoi que ce soit, c'est la paix et la sécurité. La paix et la sécurité, si que ça garantit, c'est un moyen tout capable de diminuer la violation des droits de l'homme. C'est un moyen capable de diminuer la violation des droits de l'homme. Donc, en ce sens, nous-mêmes, comme simple citoyen de la société civile, ce n'est pas mon rôle. Il revient au Conseil de sécurité de l'ONU de le faire. Et légaliste Koya ou dit c'est le recours à la justice et pour résoudre le problème gang armé. Soit penser de monde qui prenait que ce soit en Haïti ou bien à l'étranger, c'est de la communauté internationale, monde qui prenait les négociations, le dialogue avec les gangs pour nous capable finir à bagaille ça. Écoutez, Premier ministre, il croit qu'il y a une commission justice et vérité qui crée cette question ça. C'est comme quoi que nous avons l'impression que nous démarche de justice transitionnelle. Et on pas croire que négociation est bienvenue dans le contexte comme ça. Parce que là, il y a une situation côté que, ou bon, cancer, par exemple, qui vit en phase côté que la métastasée, il va porter si là, on va venir avec logique de négociation. C'est-à-dire que, pour moi, prendre exemple ça, il va croire que c'est lorsque, par exemple, maladie de l'IFNAB empiré, l'IFNAB dégénéré, et que vous partez proactif au début, prendre des mesures au préalable, pour permettre à ce que, il fait que le pas arriver dans cette situation ça, pas croire que c'est dans le moment que nous arrivons dans la dernière étape, du côté que il va dégénérer, et puis c'est là, ça va appliquer pour nous, Dieu va appliquer une mesure pour vous capable de résoudre ça. Pas que la négociation est bienvenue dans le contexte ça. Et ça qui est capable de dire dans le contexte ça qui est important, c'est que il faut des actions coercitives par rapport à ce qui existe. Il faut des actions coercitives par rapport à ce qui existe sur le terrain. Donc, négociation, là, c'est compliqué, c'est très délicat à arriver dans le cadre de négociation. Parce que dans nos sociétés comme ça, côté que, bon, bien évidemment, une situation, côté que, la sécurité à l'épouvantable, peut-être que pour de nombreuses violations de droits de l'homme, à un moment donné, il faut prendre des mesures coercitives. Si ou capable de rejeter négociation, dialogue là, faut que aussi que répression d'abord et résultat que vous cherchez. Dans le cas d'Haïti, on vit ça depuis des années. C'est que la police, les forces légales du pays, pour que je me montre, il y a des efforts qu'il a fait par moment, et c'est le cas. Et ces dernières semaines, ces derniers jours, depuis le lancement mouvement Bois-Calais, surtout, mais est-ce que répression capable de faire pas qu'on ait fait nous retourner avec la paix dans le pays? Ma parle d'une forme de répression légitime et légale. C'est vrai que nous venons de la Calais, malheureusement,
et comment on est capable de dire ça, c'est son forme de défense légitime populaire, et quelque part, on est capable de dire que par rapport à la situation, on peut il est obligé de chercher moyen de capable de défendre son forme de légitime défense populaire. Cependant, forme de répression que m'a parlé, c'est plutôt une répression, une forme de répression légitime et légale, côté que, une intervention qui fait dans ce sens-là, que ça soit avec les forces internes, ou plus moyens pour capable de combattre le phénomène d'insécurité, ou du moins sur une intervention de l'extérieur de façon efficace, parce que il y a plusieurs possibilités dans ce sens-là. Je pense que le mouvement doit parler dans ce sens qu'il fait là, son forme de légitime défense populaire. Hélas, c'est un résultat qui montre que, face à un État qui n'a pas assumé responsabilité, parce que s'il y a un État qui assume responsabilité, l'État haïtien, il n'est pas obligé de vivre dans le mouvement de la Caléa. Ou t'as bien plutôt une intervention qui est légale, qui est légitime, qui permet à ce que on combatte ça. Mais écoutez, Madame Benoît, c'est Bismarck qui disait, la diplomatie sans les armes, c'est comme de la musique sans instrument. Donc, diplomatie sans armes, c'est comme la faire musique sans instrument. C'est illogique pour ta musique sans instrument. Le cadre diplomatique. Donc, ce qui veut dire que quelque part, oui, il est important ce que nous prenons des mesures. On parle de coercition, force coercitive, c'est-à-dire que quelque part, nous pouvons obliger des forces légales et légitimes qui justement qui armées, qui ont des moyens pour capable de faire face à l'ennemi, que ça soit en force interne ou en force de capacité, parce que nous avons l'armée ou la police, que ça soit une intervention de l'ONU à travers les casques bleus, et qui est capable de venir en soutien par rapport à ça, ou par rapport aussi à force que nous avons qui soutient MMS là, les plus moyens nécessaires, renforce ses capacités à la lumière de résolution 2699 qui prend, qui établit une forme de moyens pour ça, renforce ses capacités qui engage aller jusqu'au bout, de telle sorte que nous sortir de cette situation ça. Parce que, faut ne pas oublier, Haïti, son terre d'asile, Haïti, son terre de liberté, et faut que nous capables de travailler ensemble pour être capable de mettre Haïti à la hauteur de ça que nous représentons, à la hauteur de ça que nous est. Et si pour nous faire, c'est avant tout les Haïtiens. C'est avant tout les Haïtiens qui peuvent prendre conscience de ça pour nous faire, parce que c'est nous qui pouvons être les bénéficiaires de tout ça qui est positif dans ça que nous pouvons mener comme action. Donc, nous avons la responsabilité au premier chef d'agir dans ce cadre-là. Mais constat qui fait là, c'est que mouvement Bois-Caléa lui servit de booster aux forces de l'ordre, la police et l'armée, et même, on est capable de dire, les Kenyans de la force multinationale de sécurité, parce que nous voyons participer, et Haïti a plein un pile de ça, ils ont participé dans des opérations, dans Fief Gang, que ce soit à Port-au-Prince, ou bien, on dit dans un département, la Tibonite, là, qui c'est un autre foyer de gang, et dans le pays d'Haïti, la police relève ça, mariage et police population qui nous même au plus haut niveau de l'État, il y a un membre conseil présidentiel qui a encouragé ça. Ben oui, le constat n'est pas aussi différent de ça qu'on voit que mon ami ouais tout. Donc c'est que nous venons une population qui vit dans l'extrême, qui n'est pas capable encore, par rapport à ça qu'il a subi. Donc, il y a un clandestinement. Il y a un clandestinement, il y a une sorte de mariage vraiment entre la police et la population qui permet parce que bon résultat qu'on gagne et ça montre que tout quelque part et si bon volonté politique réelle, il y a possibilité pour nous-mêmes de des bagages que nous sommes capables de faire. On a pu avec, bien entendu, aide que nous avons plus besoin parce que nous pas capable de nous limiter. Nous limiter que ça soit sur le plan d'armement, nous limiter que ça soit sur le plan économique.
Mais quelque part, effectivement, on voit que, de volonté, de prise de conscience de la part de notre peuple, il a souffert, qui, pas qu'à continuer à vivre dans situation ça, et qui fait émerger, moi-même, c'est mon concept à réfléchir sur lui, la question de la responsabilité de protéger, qui d'une part représente responsabilité pour le chef de l'État, en quelque sorte, responsabilité et de la communauté internationale, mais quelque part, aujourd'hui, émerger une responsabilité de protéger assumée par le peuple. Une responsabilité de protéger assumée par le peuple, parce que le peuple qui est face à de nombreuses violations des droits de l'homme, qui n'est pas capable de résister par rapport à ça, qui a souffert de ça, ouais, je dis, il a essayé de destin en mot, avec ça que vous avez en termes de moyens de défense, il y a de défendre dans ce sens ça. Et ouais, que quelque part, il y a des efforts, et qui permettent à ce que, dans certains quartiers, par certaines évasions de la part des gangs. Mais en réalité, sur le plan, si ma première est dans le cadre légal, sur le plan du droit international, de façon, ça fait, c'est-à-dire que cette communauté doit continuer à assumer sa responsabilité en Haïti de façon efficace. Et une gradation et différentes catégories et deux et gagner les grands criminels qui impliqués dans toutes sortes de trafics et trafic de drogue, d'êtres humains et de trafic d'organes, en plus que y a pu continuer tuer, blesser, violer et puis de l'autre côté, où gagner les jeunes et dont des enfants qui eux-mêmes ont embrigadé et gagnent parce que cela peut être considéré comme des mouns et ce gagnant vient remplacer l'État pour eux-mêmes, et même gens, et dans zone côté, et gagnant, ils ont installé, ce chiffre-là lié, faire plus de 50% et moun qui n'en gagne, et c'est Timoun est-ce que, pour Timoun parce qu'on a parlé d'un pile Timoun, et moun tap vivant garder n'importe au prince là, et ça y a quelques temps Timoun qui était dans la rue, ou presque, et pas ouais du tout, est-ce que, pour Timoun c'est outil de répression, nous capables d'utiliser, ou bien, outil de réinsertion? Et moi-même, je plutôt dans la logique outil de réinsertion, parce que pour les enfants, les droits de l'enfant, parce que, il interdit pour capable d'impliquer Timoun, même dans le cadre de vie armée. Donc, il y a des textes comme ça, Haïti ratifié des conventions internationales relatives aux droits de l'enfant, et protocole additionnel à la convention Sahara qui interdit l'implication Timoun dans le conflit armé. Ou Timoun, parce que, l'homme parle de outils de répression, donc, là, sont notre fenêtre ouverte et me quitter la parole aux experts dans le domaine de la sécurité, qui sont capables d'évaluer dans ce sens. Mais pour Timoun, ça ne m'a pas dit, c'est que, le cadre mis en place, le cadre méthodologique pour l'intervention de manière répressive, on a besoin d'une approche particulière pour les enfants. Parce que, il y a des principes directeurs qui existent dans ça, comment on est capable de protéger tout le monde qui est impliqué dans type de conflit ça, et comment on est capable de faire une rééducation, une réinsertion pour la société, parce que nous représentons l'avenir de demain. Donc, ça veut dire que quelque part, il faut sauver nous. Et sauver, veut dire tout ça, donc, il y a des implications tout ensemble de situations. D'ailleurs, nous sommes déjà fait dans ce cas, et on parle de responsabilité de l'État tout pour que nous jouons une réinsertion, une rééducation simultanée parce que représente l'avenir, et aussi, surtout, poursuivre l'homme qui est impliqué dans le type des actes. Poursuivre l'homme qui est impliqué dans le type des actes, de telle sorte que l'outil oppressif là, donc, qui probablement bien évidemment, et l'intervention de beaucoup d'experts dans le cadre d'une approche très et pluridisciplinaire, qui est capable de penser comment mettre en place cet outil de répression et au cas par cas.
au cas par cas, dans le sens que pour être capable d'arriver à une finalité à ce qui ça, arriver à un climat sûr, un climat stable et un climat de paix, côté que, violation vraiment, donc, je parce que, il y a une chose qu'on ne peut pas oublier, les violations des droits de l'homme sont imprescriptibles. C'est-à-dire que, même si c'est pas jeudi, à mondial juger, même si c'est pas demain, quel que soit le temps, même ça, il y a quand même des réponses de actes faits parce que les droits de l'homme sont imprescriptibles. Comme ça, en matière de violation des droits de l'homme, il n'y a pas de prescription sur nous. Quel que soit le temps, les générations futures capables de soulever des plaintes, capables de porter plainte contre tout le monde qui était impliqué dans le type des actes qui vraiment entraîné de nombreuses pertes en vie humaine. Et le droit à la vie, c'est le premier droit des droits de l'homme, c'est le droit suprême des droits. Mm-hmm. Et est-ce que les partenaires internationaux sont capables de faire beaucoup plus pour aider à résoudre le problème de violence gang dans le pays d'Haïti selon vous-même? Et la réponse est oui, ils sont capables, parce que c'est pas moi qui le dis. D'ailleurs, le système international tel qu'il est conçu, il concevoir dans le sens que pour répondre à ce type de problème, ça a tout les existé. Et je n'invente rien, c'est que les qualités existent là. Partenaires, oui, il pense qu'il ne pas faire plus, et il pas douter de compétences, de capacités pour être capable de faire plus. Ça, c'est une responsabilité partenaire. Parce que là où face à une certaine responsabilité partagée, partenaire doit assumer les responsabilités. Oui, il pas dit que c'est capacité, c'est expertise pour être capable de faire plus. Mais en même temps, tout dans cette responsabilité partagée, Haïti a sa part de responsabilité. Pendant que pour partenaire fait plus, mais en même temps, faut que nous gardions tête nous. Est-ce que nous-mêmes, tout quelque part, nous assumons part de responsabilité? Et il y a une façon pour nous exprimer part de responsabilité. Nous devons faire une mise en œuvre de responsabilité que nous gagnons. Haïti partie à plusieurs organisations internationales telles que l'ONU, l'OEA. Faut que nous ayons des hommes de l'art, des femmes de l'art, au niveau de la diplomatie haïtienne, qui sont capables de défendre et nous de telle sorte que partenaires que nous avons, ou disons la communauté internationale de façon globale, capable d'emboîter le pas, vraiment pour capable de donner de façon efficace. C'est-à-dire que nous avons besoin de bons interlocuteurs. Parce que c'est ça de faire la discussion que nous toujours avec les amis qui sont dans la diaspora, mais avec nous ici particulièrement. Côté moi, avec le réfléchir beaucoup sur Haïti, nous toujours parler de nécessité en Haïti de l'existence d'un bon conseil scientifique national. L'entendez crise, Madame Bonhomme, l'entendez crise. C'est pas la politique seulement pas suffit pour résoudre la crise. Ou besoin des experts dans plusieurs domaines par rapport à la dimension de crise là. De la société, bien avant, qui vivent tout le monde, mais qui arrive à sentir, si monsieur remonter dans l'empire humain, lorsque l'empire humain a fait des face à des problèmes, que ce soit sur le plan juridique, et des problèmes en matière d'épidémie, par exemple, il y a une épidémie qui est environnementale, qui connaissait la peste bubonique, qui a tué plus de 7 millions de monde dans notre monde, mais Justinien à l'époque, c'était un monde qui était engagé, c'était un ensemble de réformes. Tout ensemble de réformes était fait appel à des experts. Et c'est ça qu'on voit, on peut venir le théorie qui peut venir émerger en droit, à savoir le constructivisme. C'est-à-dire comment, à partir du constructivisme, face à une société qui est en crise, comment on est capable de constituer une forme de gouvernement des experts pour faire face à la crise, c'est-à-dire l'épistocratie. Nous sommes vivre là, on n'est pas de Covid-19 là. On voit aux États-Unis comment, en dépit de toute la vague de Covid-19 après, M. Trump, à l'époque du président, il fait appel à des experts. C'est experts qui étaient plus en avant, qui est une forme de gouvernement des experts.
est-ce qu'il n'y a pas lieu aujourd'hui, par rapport à ce que nous sommes en train de vivre en Haïti, d'avoir ce grand conseil scientifique national qui peut permettre à ce que Haïti fait appel à un ensemble d'experts au niveau international et au niveau national, il y a une équipe vraiment pluridisciplinaire qui peut réfléchir, penser à tout problème que le pays s'est confronté, essayer d'élaborer des programmes pour des années à venir, de telle sorte que pour nous construire une nouvelle société. Moi, je pense que tout n'est pas perdu des possibilités pour ça, parce que c'est pas moi qui dis, Banque mondiale souligne un rapport qui fait que la majorité de 4 pays ça retrouve à l'extérieur. Eh bien, je dis, c'est un cas en or pour que Haïti fait appel à ces experts-là, pour que nous capables de travailler ensemble pour tuer Haïti dans cette pays-là. Ok, pas compter seulement sur l'extérieur, sur la communauté internationale là, et de nécessité pour que les gens qui ont des pouvoirs décisionnels yo capable on peut tout faire appel à des gens qui ont question pour garder qui ça et les Haïtiens yo capable faire retourner sous partenaires internationaux ou dire réponse c'est oui. Il y a un pile monde qui soumet une longueur d'onde d'avant, mais bon, on t'y classe concret, monsieur Ansadou, cher enfant, et regardez, qui ça yo ta qu'à fait, c'est-à-dire que yo pas fait déjà, et pour qui ça qu'un péché yo franchi pas. Concrètement, ma pour retourner sur ça encore, concrètement, qui ça nous besoin? Là, pour l'instant, on te dit, la paix et la sécurité en Haïti, c'est une extrême urgence à l'heure actuelle. Si on parle de la paix et la sécurité à l'heure actuelle en Haïti, il y a une bonne bagaille, il y a une bonne loi pour pas réaliser, une bonne bagaille pour pas faire. Donc, concrètement, c'est ça que nous avons besoin. Nous avons besoin d'un climat de stabilité, d'un climat sécuritaire qui établit Haïti. Et c'est là nous avons besoin, surtout dans la responsabilité que partenaires nous gagnent, parce que nous sommes là sur responsabilité partagée. C'est là que nous avons besoin d'efficacité surtout. Parce que c'est ça que nous avons besoin là. Parce que si que concrètement on arrive à établir un climat de paix et de sécurité, ça capable de permettre pour bien le temps pour réfléchir sur la réalisation d'autres droits. Ça capable de permettre sous un climat de paix et de sécurité, ça capable de permettre de réfléchir en toute étude d'esprit sur question de droit au logement, sur question de droit à la santé, sur question électorale, sur question environnementale, mais on a beaucoup de encore, sur question environnement et autres. Mais tant que, à l'heure actuelle, par rapport à la crise, là, de façon matérielle, de façon concrète, si que vous pas vraiment de climat de paix et de sécurité, bon, au futur, bon, on va pas faire. C'est qu'on parle face à des gens qui n'ont tout le monde de côté, il y a du stress intense. Et depuis le stress intense, c'est que, on a fait ça, on pas les capacités pour réfléchir, on pas les capacités pour faire. Donc, concrètement, c'est ça que nous avons besoin, de mon point de vue. Voilà. Eh bien, merci, monsieur, Massado. Et cher enfant, c'était vraiment un plaisir pour nous faire parler ça matin. À bientôt sur Vision 2000. Et merci encore une fois, madame Bonhomme, de ce côté invité moi. Et moi, en même temps, tout, remercier tout auditeur, auditrice, à Vision 2000 qui t'a écouté. Et encore une fois, moi, partager tout comme moi, douleur moi, avec population, ça qui a souffert. C'est avec un pile, tristesse. Et de stress que ma vie, de situation, en Haïti, en étant à l'étranger. Merci encore une fois. Excellente journée.